C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro de 30 minutes de vérité, cette émission qui vous permet de découvrir que la vérité sur notre beau pays, la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous sommes encore là pour parler du développement et surtout que ce pays est amputé de plusieurs problèmes, difficultés qui bloquent certainement le développement de notre pays. Alors nous recevons pour ces grands sujets, le développement du Congo, Monsieur Guy Moudumbila. Avec lui, nous allons débattre un peu sur la République démocratique du Congo. Pourquoi ce pays ne s'est pas émergé? Il est là avec nous. Bonjour, Monsieur Guy. Bonjour, monsieur le journaliste. Apparemment, vous avez bougé la tête, hein, ça ne va pas? Je ne m'appelle pas Moudumbila, je m'appelle Moudumbula. Moudumbula, ok. Avec vous, nous allons. Vous êtes secrétaire exécutif, c'est pas l'ONG du CROM. Expliquez-nous un peu, c'est quoi CROM Kinshasa? C'est le Conseil provincial des organisations non gouvernementales de développement de la ville de Kinshasa, qui est un embranchement du Conseil national des ONGD de la RDC, le CNOM. Et donc, dans chaque province, il y a un CROM. Nous sommes CROM Kinshasa. Nous coordonnons donc les ONG qui se disent ONG de développement, opérant dans la ville de Kinshasa, du moins celles qui ont adhéré à nos règles et normes. ONG de développement, au moment où le pays est bloqué, il n'y a pas de développement. C'est que vous ne faites pas bien votre travail. C'est possible, oui et non. Oui et non, nous ne faisons pas bien. Oui, dans quel sens et non? Oui, dans le sens que nous faisons du travail, mais pas à plein rendement. Mais il y a des causes à cela, des explications à cela. Non, parce que nous sommes des professionnels de développement, nous travaillons, mais il y a des facteurs qui justifient que, de manière générale, le pays ne décolle pas, parce que le développement n'est pas une affaire d'un acteur, c'est une affaire multi-acteurs. Tant que une branche travaille et qu'une autre ne travaille pas en chaîne, il ne pourra pas être question de parler d'un quelconque développement. Le développement est avant tout un fait participatif. Alors, la plus grande question que tout le monde se pose, la République démocratique du Congo, émergence d'ici 2030, comme le président de la République l'a toujours dit, le cadre macroéconomique avec Matata Mponyo, aujourd'hui avec Bruno Tshibala, on vise toujours le changement de l'économie, il est en train de se battre sur ça. Qu'est-ce qui bloque réellement le développement de notre pays? Bon, écoutez, beaucoup de facteurs sont à l'origine du blocage du développement ou du décollage économique et social de la RDC. On peut découvrir avec vous tous ces facteurs. Et c'est des facteurs que moi je qualifie de déficits criants. Nous avons trois catégories essentielles de déficits qui bloquent le décollage de notre pays. Avant tout, c'est un déficit criant d'ordre culturel. Deuxièmement, il y a un déficit criant d'ordre technique et professionnel. Et enfin, vient un déficit criant et grave d'ordre structurel, c'est-à-dire politique. Expliquez-nous comment... Au plan culturel, il faut dire, le développement c'est d'abord une affaire d'homme. Il est fait par l'homme pour l'homme. Et l'homme doit se connaître, comme disait un vieux philosophe que vous connaissez bien, connaître toi-même, c'est Socrate. Le Congolais ne se connaît pas, si bien qu'il ne peut pas se donner des objectifs, ne peut pas se donner une vision de développement qui l'aide à émerger, qui l'aide à se développer. Les politiques ont beau dire émergence d'ici l'horizon 2030, rien ne sera fait tant que l'homme congolais ne se reconstruit pas. Parce que l'homme congolais a été vidé de son moi. Il s'est aliéné à d'autres valeurs et donc il n'a aucune valeur qui lui soit propre. C'est qu'il agit comme un étranger sur son sol, sur le sol de ses ancêtres. Comment ça, au moment où il y a la souveraineté de notre pays, nous défendons valablement notre pays? Comment vous pouvez dire ça? La souveraineté, si vous la prenez du point de vue politique, on peut en parler, mais la souveraineté alimentaire, vous ne l'avez pas, vous dépendez de produits alimentaires d'importation, mais de qualité douteuse. Et souveraineté vestimentaire, regardez-vous comment vous êtes habillés, comment nous sommes habillés. Et donc nous constituons en marché pour les autres, en débouché pour les autres. Mais nous, on ne fait aucun effort pour prendre d'assaut d'autres marchés. Donc nous ne mangeons pas congolais, nous ne nous habillons pas congolais, nous ne respirons pas congolais. Et donc, à ce niveau-là, je n'ai pas besoin d'incriminer qui que ce soit. Je positionne d'abord le déficit comme il se présente. L'homme congolais a perdu son moi, il vit comme une masse de chair sans âme congolaise et il tente de siéger des gestes
soit des Européens, soit des Américains, soit des Asiatiques. De ce point de vue-là, il se met au pas à la queue des autres. Et lorsque vous dites on ne décolle pas, lorsque vous dites émergence 2030, les critères de choix, les indicateurs d'appréciation ne sont pas des critères fixés par le besoin de développement du Congolais. Parce que se développer, c'est quoi en fait? Parce qu'il faut qu'on commence par là. Se développer, c'est être en mesure de satisfaire de manière durable ses besoins fondamentaux et conjoncturels. Alors, quels sont les besoins qui caractérisent le Congolais au jour d'aujourd'hui? C'est le besoin d'abord, un besoin d'existence. Le besoin existentiel comme le besoin de manger, de dormir, de boire, ainsi de suite. Mais ce besoin-là, si je prends le cas, l'eau que nous buvons aujourd'hui, le plat alimentaire, le principal mets du Congolais au jour d'aujourd'hui, si je vous pose la question, vous êtes journaliste, les Quinois, prenons seulement les Quinois parce que nous parlons à Kinshasa. Qu'est-ce qui caractérise? D'où vient l'eau? Cette eau-là, il est traité par qui? Nous sommes au Congo, à Kinshasa. L'eau que nous buvons là, il est traité par qui? Et les produits de traitement viennent d'où? Vos ancêtres buvaient cette eau-là, il n'y avait pas d'eau potable. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de source d'eau potable qu'on peut explorer à vil prix pour que ce soit une façon de satisfaire le besoin d'altérer le Congolais. Mais pourquoi vous qui dirigez les ONG, pourquoi ces ONG-là ne travaillent pas pour sensibiliser? Est-ce qu'on peut me laisser continuer? Est-ce qu'on peut me laisser terminer d'abord parce que vous demandiez des exemples pour indiquer qu'au plan culturel, nous sommes vidés. Nous avons créé de nouveaux besoins que nous ne sommes pas capables de satisfaire. Et en ce moment, ceux qui apportent des réponses de satisfaction vous alignent comme des gens éternellement insatisfaits. Et dès lors que vous êtes une communauté d'éternels insatisfaits, vous êtes une communauté de sous-développés. Je prends cette définition de manière vraiment rébarbative, quoi. Je ne prends pas la définition des dictionnaires du développement. Nous ne sommes pas capables de nous satisfaire. Si vous regardez le mets de quinoa, c'est d'un piodi. Il est de quelle qualité? Il vient d'où? Aujourd'hui, c'est des cuisses, c'est des trucs de dindon, de mafounia, dindon, je ne sais pas moi quoi. Ça vient d'où? Comme si nous n'avions pas la possibilité de manger les ndakala de nos lacs, les ngolo de nos rivières et de poulets de nos fermes. Et donc, tout cela constitue que tant que nous resterons dans ce moule de travail, ce modus vivendi, au terme de l'an 2030, il ne sera pas question de parler de l'émergence du Congolais. Nous serons toujours, puisque nous ne sommes pas capables, qu'est-ce que nous mettons en place aujourd'hui comme stratégie pour qu'en 2030, nous puissions répondre à la souveraineté alimentaire du Congolais, à la souveraineté vestimentaire du Congolais et à toutes sortes de souverainetés, puisque c'est vous qui m'avez prêté le terme, souveraineté. Je le prends au mot pour m'en servir. Qu'est-ce que nous mettons comme stratégie en place aujourd'hui? À commencer par le sommet le plus élevé de la gouvernance de notre pays jusqu'au ménage. Voilà, ça c'est le déficit culturel. L'homme congolais n'existe pas comme congolais. Comment si on peut utiliser même ce terme-là, réhabiliter cet reconstruire. Comment reconstruire cet homme-là aujourd'hui? Mais moi je crois que c'est une question de gouvernance. Nous devons avoir une politique culturelle axée sur la réhabilitation de l'être humain du Congolais. Nous avons des modèles dans l'histoire de notre pays, des modèles que nous pouvons imiter, des modèles de résistance, pas seulement résistance politique, mais de résistance culturelle. Il y a des mentalités qu'on doit réhabiliter, des comportements, des attitudes et des pratiques que nous devons renforcer, recommander, et d'autres que nous devons décourager. Moi je crois qu'il faut qu'il y ait une politique culturelle qui a pour objectif ultime la réhabilitation de l'homme congolais. Et là, le ministère de la Culture doit savoir que son travail, c'est celui-là. C'est des produits artistiques. Là, vous lancez un message fort à ce qu'il m'a dit. Mais rien à faire. Des produits artistiques, toutes sortes de produits culturels que nous devons consommer devaient aller dans le sens de réhabiliter l'homme congolais. Ça doit être des programmes de sensibilisation, des programmes de réarmement moral du Congolais. Il me semble que, de ce point de vue-là, le ministère qui a en charge la culture et les arts passe à côté. C'est mon point de vue, c'est une lecture, elle peut être tronquée, mais c'est la lecture que j'ai toujours faite.
on passe à côté, on croit que c'est juste, les arts, c'est des histoires de Bikeko, des représentations symboliques. Non, c'est des représentations qui mettent en exergue l'homme congolais, son mode de vie, et ce qui n'existe plus comme mode de vie positif doit être réhabilité, réanimé. Il n'y a pas de réanimation. Là, c'est le déficit de politique culturelle qui doit être accusé, qui doit être interrogé. Voilà ce que je peux dire. Ça, c'est du point de vue des déficits culturels. Deuxième point. J'ai annoncé un deuxième déficit, c'est le déficit technique et professionnel. Au plan technique et professionnel, je crois que le Congolais ne développe pas l'expertise qu'il faut pour mener des études stratégiques, de manière à ce qu'on sache comment réagir techniquement et professionnellement par rapport à telle problématique qui se pose à la communauté congolaise. Nous devons nous spécialiser, nous ne devons pas être des hommes et des institutions à tout faire. Je me fais comprendre. On doit se spécialiser. Quand vous êtes ministre de la Culture, ministre des Sports, vous êtes une ONG du domaine de développement spécialisée en matière de santé, vous ne devez pas vous retrouver tantôt, aujourd'hui il y a de l'argent dans la santé, pour vous improviser ONG de la santé. ONG de la santé alors que vous travaillez sur les culturels, alors que vous travaillez peut-être sur l'agriculture. Deuxième chose, nous n'avons pas de professionnels agricoles aguerris, capables de résorber le besoin alimentaire du Congolais. Nous sommes l'un des pays qui possède les terres arables les plus riches au monde. Il me semble que nous sommes en mesure de nourrir toute l'Afrique et une partie du monde si nous mettons en valeur les potentialités agricoles de notre sol et de notre sous-sol. Au plan culturel et technique également, nous pensons qu'il y a des incohérences dans les politiques de travail, des incohérences dans les programmes, mais surtout des incohérences dans le comportemental des animateurs des institutions. Là, c'est une question de prestataire. Vous êtes un ministre, quel est votre rôle? Vous êtes un secrétaire général, quel est votre rôle? Vous êtes un directeur, un chef de division jusqu'au dernier échelon de l'administration publique. Chacun doit travailler selon ses responsabilités, son cahier de charges. Mais il me semble qu'il y a tellement du méli-mélo que techniquement chacun s'improvise expert dans tel domaine, expert à tel niveau, alors que quand vous produisez, le produit que vous offrez à votre communauté est en deçà de l'attente de celle-ci, des attentes de celle-ci. C'est normal que nous ne soyons pas à même de répondre aux besoins de développement de notre pays. Mais est-ce que vous avez quand même le temps, vous en tant que secrétaire exécutif de cette association du CROM, vous avez quand même le temps de discuter avec les excellences, les ministres, avec tous ces gens-là qui sont en train de diriger? Non, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps parce que nous avons une classe politique qui ne comprend pas, qui n'a pas intériorisé un certain nombre d'instruments internationaux qu'ils ont ratifiés, que le pays a ratifié. J'évoque ici l'accord de Cotonou. C'est un instrument qui gère la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes et Pacifique. Dans cet accord, il est consacré un principe essentiel de développement. C'est la gouvernance tripartite de chaque nation, de chaque État. Aucun État au monde ne peut être gouverné par un seul pôle. Il y a 3 pôles de développement. Le premier pôle, c'est le pôle des acteurs politiques, acteurs publics. Ça, c'est le pôle qui a le rôle normatif. Le deuxième pôle, c'est le pôle des opérateurs privés, le secteur privé, qui a le rôle de la production des richesses et des emplois. Le troisième, c'est le pôle des acteurs sociaux, c'est-à-dire la société civile, qui a le rôle d'éducation au développement, de sensibilisation, et le rôle plus ou moins culturel de promotion également des différents instruments juridiques. Mais malheureusement, dans la gouvernance de la RDC, il nous semble que tous ces rôles-là sont accaparés par le pôle politique public, qui joue mal ce rôle. Pour les cas d'espèce, l'État congolais n'est pas en mesure de satisfaire, de répondre à tous les besoins en jouant le rôle normatif, le rôle de producteur de richesses et des emplois et le rôle d'éducation. Il doit se faire relayer. S'agissant du pôle de production de richesses et d'emplois, l'État devait se faire relayer par le secteur privé.
S'agissant du rôle d'éducation, l'État doit se faire relayer par les acteurs, le pôle des acteurs sociaux. Et ça signifie quoi? Une entreprise, un monsieur ou bien un groupe de messieurs sollicite l'ouverture d'une entreprise, la création d'une entreprise. Dès lors que vous leur donnez l'autorisation d'agir comme entreprise, quelle que soit la nature de cette entreprise, vous en faites un partenaire de développement. Et faire de quelqu'un un partenaire de développement, c'est jouer sur les deux obligations que vous devez partager. L'un prend l'obligation des moyens, l'autre l'obligation des résultats. Vous partagez ça et vous vous contrôlez. De même, pour ce qui est de l'éducation, vous créez une ONG, vous donnez autorisation de fonctionnement à une ONG, d'office il devient partenaire. L'État doit prendre les mêmes obligations, obligations de moyens et de résultats. Ça veut dire quoi? Dès que vous agréez une structure associative ou une structure entrepreneuriale, vous devez disponibiliser des moyens pour qu'il remplisse son rôle. Pour les cas d'espèces plutôt, il n'y a pas de dialogue franc entre les deux autres pôles et le pôle gouvernemental, le pôle étatique. Le pôle étatique prend la société civile notamment pour un adversaire, pour un acteur acquis aux intérêts des étrangers, qui les torpille, simplement sans savoir que c'est lui qui lui confère ces statuts-là et ce rôle. Parce qu'il ne le prend pas en charge. C'est comme un papa qui pond des enfants, excusez-moi le terme, il n'est pas très délicat, qui fait des enfants, mais qui ne s'en occupe pas. Finalement, ces enfants deviennent des délinquants dans la rue et ils viennent le piller. C'est la scène qui se joue depuis quelque temps entre le pôle société civile et le pôle gouvernement pour ce qui concerne la RDC. Donc, nous ne dialoguons pas assez parce que nous sommes perçus comme des adversaires au gouvernement. Par moments, ils nous perçoivent comme une branche de l'opposition. Que non, on n'est pas de l'opposition. Le problème, c'est que nous... Le vrai rôle de la société civile, c'est quoi d'abord dans la politique? Mais je le dis, non, je viens de le dire. La société civile, et dans la politique, une vraie société civile, elle a pour mission de jouer au watchdog, c'est-à-dire le chien de garde, le surveillant, le veilleur, et le rôle d'éducation ou de convertisseur social. Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se disent de la société civile, sont hors... Non, lorsque vous êtes dans la société civile, vous jouez le rôle de la société civile. Mais lorsque vous allez au gouvernement, vous n'êtes plus société civile, c'est clair. On interdit à personne de changer de camp, puisqu'un ministre peut devenir un responsable d'une ONG tant qu'il n'est plus ministre. Là, il devient société civile. De même qu'un ministre peut devenir demain un employé, un entrepreneur. Mais ce qui est interdit, c'est de jouer à la double face. Continuons avec notre double rôle, ça c'est pas correct. Vous avez parlé. Et donc, non, parce que vous avez évoqué un aspect important. J'entends souvent dire ça. Il y a des gens qui étaient dans la société civile aujourd'hui au gouvernement. Tant que vous traversez les Rubicon, et demain il va encore rentrer à la société civile. C'est pas un problème. C'est pas voler la population. Ce va-et-vient là, non, ce va-et-vient là n'est pas interdit. J'ai dit, tant que vous êtes société civile, il y a des normes et des rôles à respecter et à jouer, à remplir. Mais vous avez la liberté de cesser d'être acteur de la société civile pour aller agir dans l'autre pôle. Quand vous entrez là, arrêtez de jouer le rôle de l'autre pôle. Jouez gouvernement. Si vous quittez le gouvernement, vous venez dans la société civile. Jouez société civile. Mais il se trouve des acteurs qui sont dans le gouvernement, qui jouent le double jeu. Et c'est ça qui bloque le développement de notre pays. Parce que ces gens-là, je suis ministre, je sais qu'il y a un fonds qui est destiné à la société civile. Pour que ce fonds parte, il faut soit obtenu, il faut être ONGD ou plateforme d'ONGD. Je crée une pseudo-plateforme d'ONGD pour récupérer cet argent-là. En ce moment, ce sont ces genres d'organisations de la société civile qui torpillent le travail de la société civile et qui nous salissent. Je voudrais que vous, journalistes, vous sachiez ça. Comment mettre fin à ce système? Comment mettre fin d'abord à ce genre-là de jeu? Pour mettre fin, il faut rentrer dans la réhabilitation du déficit culturel. Il faut réhabiliter le mental, le moral de l'homme congolais. Ça veut dire que l'homme congolais n'agit pas selon un idéal, une vision qui s'est donnée de sa société. Parce que tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous affichons comme attitude, tout ce que nous faisons comme pratique,
doit être de nature à nous conduire vers l'idéal que nous nous sommes donné, la vision que nous nous sommes donnée du changement que nous voulons de notre communauté. Tant que vous n'en avez pas, vous agissez simplement pour votre petit ventre. Là, c'est malheureusement, dans tous les compartiments du pays, il ne se trouve en majorité que ce type d'individus-là, parce qu'ils ont cessé d'être congolais, ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour soit des intérêts inavoués, soit pour eux-mêmes. Et le jour où vous serez et c'est pour cette raison raison en mesure de travailler pour le Congo. Puisque c'est tout le monde qui dit ça. Je vais travailler pour le Congo, je vais faire ceci. Mais quand vous y arrivez, ça, tout change. Hier, ce qu'il disait, le président Kabila aujourd'hui, je ne suis pas arrivé. Aujourd'hui, vous avez l'impression que je ne suis pas encore arrivé, mais je suis arrivé tout en gérant ma plateforme. Je suis arrivé dans la sphère de travail pour le changement du pays. Mais le développement, je vous ai dit, c'est une réalisation en maillon, en chaîne. Mon petit travail est bloqué parce qu'il y a des pôles qui me gênent, qui ne me permettent pas d'agir. Je ne dois pas attendre de devenir ministre pour servir mon pays. Je me sens accompli dans mon rôle, mais seulement j'ai en face de moi des pôles qui gênent mon pôle. La société civile a un grand rôle à jouer. Oui. Une petite question, puisque nous sommes déjà en train de chuter. Allez-y. La CENI l'a bien déclaré. Le président Corneille Nangaa, en demandant les 504 jours pour organiser des scrutins, il a même dit qu'il avait besoin de la société civile. La société civile devait quand même participer, mettre la main dans la pâte. Qu'est-ce que vous en dites, Thomas? D'abord, il faut dire qu'il y a une certaine hypocrisie dans le chef de Corneille Nangaa comme président de la CENI. Comment ça? Parce que au jour d'aujourd'hui, Corneille Nangaa n'utilise pas, pour la plupart des cas, des acteurs réellement experts en matière électorale. Il est tenté de phagocyter un certain nombre d'acteurs qui doivent soutenir son schéma, le fameux schéma critique, qui n'est pas une démarche de planification et de développement. Parce qu'au terme de l'accord de la CES, il a été fait des obligations à Nangaa, pour ne pas le citer, à la CENI. C'est un échéancier que l'accord j'allais dire de San Cité, l'accord de la CES avait prescrit à la CENI, au gouvernement et au CESA. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la CENI est tentée de bloquer le CESA de faire son travail correctement. Comment ça, puisque le président de la République a demandé aux députés de tout faire pour voter quand même la loi? Non, je ne parle pas des députés, je parle de Nangaa comme président de l'organisme de gestion des élections dans notre pays. J'estime qu'il ne peut pas évoquer de manière euphémiste, il ne doit pas utiliser des euphémismes pour dire qu'il a besoin de la société civile alors qu'il n'accepte pas la contradiction. Vous savez que les élections ont pour fonction principale de réhabiliter la culture démocratique dans un pays. Et qui parle de démocratie parle contradiction. Nangaa n'est pas prêt aujourd'hui d'accepter les contradictions, puisqu'il y a des experts qui lui font voir que son chemin critique qu'il met devant n'est qu'un leurre. C'est une façon de retarder les choses, parce que le chemin critique, c'est comme un ensemble de risques dans la planification. Vous confirmez cette hypothèse? S'il vous plaît, dans la planification, on ne peut pas planifier sur la base des risques. Chaque plan qui comporte plus de 3-4 risques, c'est un plan voué à la mort. Alors que Nangaa soutient son chemin critique comme étant un ensemble de risques, des contraintes, pour la plupart incontournables par lui. Alors que dans la planification, quand vous relevez un risque, vous proposez des mesures de mitigation. Nangaa n'a pas fait ça. Il vient vous effrayer qu'il y a tellement de risques qu'on ne peut pas prétendre planifier. Deuxième chose, il vous demande autant de jours sans avoir publié un calendrier. D'où a-t-il tiré ces jours-là? Puisque les jours, c'est le temps dans une planification, c'est le calendrier. L'outil, c'est le calendrier. Il n'a pas de calendrier, mais il parle déjà des jours. Dans quel outil a-t-il trouvé le nombre de 504 jours qu'il réclame? Ça devait être dans le calendrier. C'est le calendrier qui allait nous dire telles opérations partiront de tel moment à tel moment, telles autres de tel à tel. Alors, on déduirait le nombre de jours. Ça, on appelle ça du sophisme électoral qu'il est temps de faire. Ça ne passe pas. Et donc, il ne faut pas nous parler d'un organisme, d'une institution qui tape à côté de l'accord, du principe de l'accord de Cotonou. Il n'utilise pas la société civile, il utilise un certain nombre d'acteurs qui lui sont acquis pour soutenir son chemin qui est contre la volonté du peuple congolais. J'en arrive maintenant au dernier déficit, le déficit structurel ou politique. Le Congo, la RDC, a un déficit criant
des politiques. Nos politiques sont pour la plupart incohérentes, inadaptées aux besoins de développement de notre pays. Quand je dis politique, je vois des lois, vous évoquiez les députés, je vois des programmes de développement. À quel moment, vous comme journaliste, avez été associé à concevoir une loi, une politique de développement qui remonterait jusqu'à la promulgation par le chef de l'État? Tout part de là. Pour la plupart de nos politiques, ça vient de l'Occident. Les ministres ou les gouvernements le prennent et ils viennent dans une démarche de validation. On nous fait valider des choses dont nous ne connaissons ni tenant ni aboutissant. Cette démarche-là ne peut pas produire des politiques de développement. Et donc, tant que nous continuons à travailler comme cela, l'émergence à l'horizon 2030 est une chimère. Il ne faut pas en parler. Nous devons nous gêner de parler de ce genre de choses. Je regrette. Voilà, nous sommes en train de citer aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple congolais peut au moins retenir de votre passage sur notre plateau? Non, moi je suis venu dire le Congo est capable de se développer. Mais pour que le Congo se développe, nous devons nous mettre ensemble pour trouver des stratégies qui nous aident à contourner, à relever les déficits. D'abord, déficit culturel, en réhabilitant le moral de l'homme congolais. 2, le déficit technique et professionnel, en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ensuite, et enfin, le déficit politique, en nous organisant pour que les politiques, le programme de développement de notre pays partent de la base jusqu'au sommet. Que ça ne soit pas des programmes qui nous soient imposés d'en haut. Là, ça ne prend pas en compte les réalités et les demandes, la demande sociale en matière de développement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Guy Mudoumbila. C'est ça? Mudoumbula. Mudoumbula. Ok, Mudoumbila. Non, Mudoumbula. Voilà. Cette fois-là, je pense qu'on ne va pas effacer votre nom. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Je pense que nous avons retenu. Le Congo a besoin de développement. Et pour qu'il y ait ces bels développements-là, il faut que nous respections au moins tout ce que notre invité Guy Mudoumbula venait de le dire. Un grand merci à Sami Sumbu, qui était derrière la caméra et qui assume derrière même la réalisation de cette émission. Un grand merci à Elenge Matkani qui était aussi là pour assister d'été Sami Sumbu, et nous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir.